moi, pour parler de l'Uchronie, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'examiner deux exemples récents de sa prémisse la plus répandue et si les nazis avaient gagné. Man in High Castle sur Amazon Prime et The Plot Against America sur HBO. Bien sûr, les deux séries partagent des similitudes au-delà de leur concept central. Elles centrent toutes les deux leur récit sur une Amérique influencée par le fascisme et non le champ de bataille européen au Pacifique. Ce concept What If a été reçu et dans The Plot Against America, au moins, a été clairement voulu comme une allégorie de l'Amérique de Trump. Et le plus intéressant pour moi et pour mes obsessions personnelles, ce sont toutes deux des adaptations d'œuvres littéraires plus anciennes, le roman historique du même nom de Philip K. Dick et l'autobiographie fictive de Philip Roth en 2004. Ils divergent sur d'autres points. The Man in the High Castle a été diffusé pendant 4 ans sur la plateforme Amazon Prime, une de ses premières fictions faites maison, pour 40 épisodes qui divergent considérablement du texte original de Dick. The Plot Against America a été une série limitée de 6 épisodes dont le scénariste David Simon a en fait rencontré l'auteur pour obtenir cette bénédiction, tout changement par rapport à la narration originale. Simon et son partenaire Ed Burns étaient des figures bien connues de HBO, ayant déjà réalisé The Wire, Treme, The Corner, The Deuce et Generation Kill pour la chaîne câblée. Leur récit se déroule à des époques différentes. Donc, The Plot Against America dépeint un monde dans lequel le pilote Charles Lindbergh se présente comme candidat à la présidence contre FDR en 1940 et gagne, ce qui conduit à la fois à un refus d'entrer dans ce qui est considéré comme une guerre européenne et à des politiques de plus en plus hostiles à l'égard de la population juive. Tandis que The Man in High Castle propose un regard sur l'Amérique de 1962, des années après que les Alliés ont largué une bombe nucléaire sur Washington, mettant fin à la guerre et scindant le continent en deux avec le Grand Reich dirigé par les nazis à l'est et les États américains du Pacifique dirigés par le Japon à l'ouest et une zone anarchique entre les deux autour des montagnes rocheuses, la zone neutre. Ce qui est le plus intéressant dans la construction du monde offert à la série, finalement, c'est la façon dont la production dépeint l'impact de ces quelques 20 années depuis la guerre sur des endroits comme San Francisco ou New York City et la façon dont les cultures respectives se sont adaptées à leur nouveau suzerain. J'ai choisi de me concentrer sur un détail clé présent dans les deux séries, l'utilisation d'actualité dans chacune d'elles. Je crois que ce choix nous permet d'examiner chaque série dans sa perception de l'adaptation, dans sa perception de l'Uchronie et même dans sa perception de la fiction télévisuelle dans son ensemble. L'un des choix les plus intéressants de The Man in High Castle est de transformer l'œuvre du personnage éponyme, une œuvre intitulée The Grasshopper Lies Heavy, donc le poids de la sauterelle, d'un roman à un film. Dans le roman de Dick, La sauterelle est un livre interdit d'une grande popularité, décrivant un monde dans lequel le président succédant à FDR se révèle néanmoins un leader fort, offrant une victoire aux Alliés, un roman inspiré par l'utilisation de son auteur du divinatoire I Ching. L'épisode pilote, c'est une bobine de film portant l'inscription The Grasshopper Lies Heavy, bien que ce titre soit rapidement abandonné, qui est passé en contrebande aux combattants de la résistance au prix des vies et d'efforts considérables. La réponse de Frank Spotnitz, le créateur de la série, pour expliquer ce changement est simple. Dans le roman Le complot contre l'Amérique, il est intéressant de noter que Philip Roth utilise largement les médias contemporains. Herman Roth, le patriarche de la famille, est un fervent adepte de la radio et fréquente un cinéma d'actualité où il est ami avec le projectionniste qui s'appelle Shapsy. La fin du roman présente des films d'actualité qui décrivent l'évolution de la situation politique, alors que l'histoire alternative de la présidente Lindbergh est résolue par sa disparition soudaine lors d'un vol d'avion et par l'appel à une élection spéciale dans laquelle FDR est victorieux et enrôle rapidement son pays dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'histoire suit son cours.
David Simon a explicité son soulagement à la lecture de cette section du livre. Dans les deux cas, le film d'actualité est donc un symptôme du dilemme de l'adaptateur. Comment transformer un texte littéraire en texte visuel? Ce n'est pas nécessairement un phénomène nouveau. Depuis Citizen Kane en 1941 et son utilisation du faux newsreel News on the March pour présenter sa figure éponyme, l'idée du film d'actualité a été un élément récurrent dans les œuvres de fiction, un mode d'exposition rapide avec un montage particulièrement efficace pour exprimer un nouvel état de fait dans le récit. Cependant, ce qui m'intéresse dans les deux séries, c'est la façon dont le film d'actualité en particulier permet à ces fictions de rendre ces mondes visuels. En effet, notre premier abord des séries, les génériques, mettent bien l'accent sur l'aspect cinématographique comme élément central de la création des histoires alternatives que nous regardons. Par exemple, le montage d'images d'actualité de The Plot Against America juxtapose les exploits de Charles Lindbergh avec des scènes d'horreur de plus en plus nombreuses en provenance d'Europe dans un contexte d'isolationnisme et d'antisémitisme américain, avant qu'un bataillon n'entre en scène dans le titre même de la série. Bien que c'est intéressant aussi, bien que ce soit Philip Roth qui ait pris la décision de faire de la candidature de Charles Lindbergh à la présidence le point de basculement des États-Unis dans le fascisme et l'antisémitisme, son rôle d'anti-héros devient particulièrement pertinent pour l'utilisation de l'image d'actualité dans la série, puisque les images tournées de son vol transatlantique ont été parmi les premières images d'actualité à connaître vraiment un grand succès, passant plus de 2 mois dans les salles de cinéma. La première association de The Man in the High Castle avec le cinéma se fait par le son. Nous entendons le ronronnement d'un projecteur avant d'assister à une interprétation obsédante de Edelweiss de The Sound of Music. Dans The Man in the High Castle, pendant qu'on entend Edelweiss, on a l'écran qui affiche des flèches de style Casablanca sur une carte des États-Unis, montrant l'invasion du pays par les nazis, puis par l'armée impériale japonaise, tout en créant des palimpsestes visuels d'icônes américaines, la Statue de la Liberté, le Mount Rushmore, une statue d'aigle, superposée à des scènes de bataille et d'invasion, de parachutistes créant des larmes sur le visage sculpté du président Washington. Et là aussi, l'ironie de cette image gravée étant elle-même imposée sur ce qui était déjà un site sacré pour des indigènes et sans doute volontaires. Bien que les actualités ne soient pas aussi explicites que dans le générique de The Plot Against America, l'imagerie largement en noir et blanc, l'iconographie de l'identité nationale, les traditions du récit filmique d'antan, retravaillées dans une série contemporaine, l'importance du projecteur pour nous offrir cette vision, tout cela indique une mise en avant de l'image. Dans une certaine mesure, comme je l'ai mentionné, cela se retrouve dans le texte source. Le roman de Roth présente les films d'actualité à la fois comme un média apprécié par les personnages de la diégèse et comme un dispositif narratif, tandis que le texte de Dick mentionne la télévision comme l'une des avancées offertes par le régime nazi, diffusion 4 heures par jour depuis Berlin. Alors que Grasshopper suggère que les Américains mettent à disposition de l'Afrique et de l'Asie des kits de télévision à $1 afin de leur enseigner des techniques de survie. En fin de compte, dans le monde diégétique de la version romanesque de High Castle, l'accent est mis sur le manque d'accès à l'audiovisuel, qui n'est pas une priorité pour les nazis. J'avais une citation qui est bizarrement disparue de The Man in the High Castle où on aurait bien aimé en fait avoir de la télé. Comment se fait-il que les nazis peuvent aller sur Mars mais ils ne peuvent pas régler le problème de la télévision? C'est page 77 si jamais ça vous intéresse, allez voir. La portée des allusions aux médias audiovisuels dans le roman est finalement très limitée par rapport au recours au cinéma dans les adaptations télévisées. Les premières minutes de The Man in the High Castle commencent dans un cinéma où un film d'actualité, It's a New Day in America à la Reagan, remplace les bandes annonces avant une adaptation américaine
fictive d'un film allemand réel, The Punchbowl, c'est ce que vous voyez ici. La découverte et la contrebande des films Grasshopper sont à l'origine d'un changement radical chez tous les personnages, à l'exception de John Smith, qui est un nazi américain qui a été inventé par la série. Donc, dans le premier épisode et dans la création de ce monde alternatif, c'est ce qui pousse la protagoniste Juliana de passer à l'action en tant que rebelle et Joe Blake de se lancer dans sa première mission en tant qu'espion nazi. Au-delà de leur nature fondamentale de preuve visuelle que les Alliés ont gagné ou auraient pu gagner la guerre, les voyages que ces deux personnages entreprennent pour emmener les films à leur destination permettent également aux spectateurs d'entrevoir le monde diégétique de la série. La bobine en tant qu'objet offre aux spectateurs le visuel du monde de la série, alors que les images offrent l'espoir d'un monde meilleur aux personnages. De son côté, The Plot Against America, le roman, fait bien référence aux films d'actualité, mais ces références sont essentiellement textuelles. Roth semble transcrire la narration des films d'actualité dans cette section du roman, mais ne propose aucune description des images, ce qui suggère que le média n'est en fin de compte qu'un moyen d'accéder au monde extérieur, alors que Roth est focalisé son récit sur son avatar fictif, Philip, de 8 ans. Dans l'adaptation sérielle, il y a plus de personnages focalisateurs, donc tous les membres de la famille qui maintenant s'appelle Levin, mais surtout le récit est ponctué d'incursions régulières au cinéma d'actualité où travaille Shapsey. Le théâtre où travaille Shapsey a un lieu rayonnant dans un monde en couleurs plutôt terne, promettant l'accessibilité à la fois du cinéma disponible jour et nuit, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, et du monde en général grâce à son contenu. À travers les films et leur emplacement, la série représente visuellement le rapprochement de la politique à la vie des personnages, jusqu'à ce que les deux entrent finalement en collision lorsque la tante célibataire de la famille, Evelyn, qui s'est liée avec un rabbin collaborant avec les politiques antisémites de Limburg, dîne et danse à la Maison-Blanche avec un fonctionnaire nazi et est filmée à l'écran. Il est intéressant de noter que ce point culminant de clash entre la famille privée et la politique publique est quasiment notre dernier aperçu du théâtre d'actualité. La fonction, en quelque sorte, a été remplie. Bien entendu, cette juxtaposition entre la petite et la grande histoire met en lumière l'autre fonction de ce support visuel dans les fictions télévisées, le réalisme que ces images de style documentaire confèrent au récit et sa pertinence lorsqu'il s'agit non seulement d'une adaptation, mais aussi d'une chronique. Bien que les films d'actualité dans The Man in High Castle and The Plot Against America puissent être un élément central dans la transposition du récit d'un support littéraire à un support audiovisuel, il s'agit également d'un élément crucial dans l'établissement de la construction du monde. Comme je l'ai dit, ces films offrent en fin de compte aux personnages et en fait aux spectateurs un aperçu d'un monde plus vaste en dehors de la vie de nos personnages centraux. J'ai surtout parlé précédemment du fossé géographique comblé par les images d'actualité de Plot Against America sur les horreurs du régime nazi en Europe. Cela reste vrai, mais The Man in the High Castle met en évidence une autre utilisation des actualités dans ces séries. Rendre crédible la nature de ces prémices manifestement fausses, contrefactuelles, on a dit pour le panel. En utilisant explicitement des séquences de type documentaire, qui sont soit des séquences historiques réelles, soit des séquences qui y ressemblent, les deux séries mettent en avant l'historique dans des histoires ouvertement anhistoriques, faisant de ces films des incarnations de l'effet de réel, comme l'exemple de Gustave Flaubert cité par Barthes dans son texte, je cite, « Un vieux piano supporté sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. » Donc, pourquoi le baromètre? Effet de réel. Les deux séries mettent en évidence le film comme document historique en utilisant des séquences réelles de la période représentée, brouillant ainsi les frontières de la fiction et de la captation historique. La nature problématique de cet effet de réel est particulièrement explicite dans The Man in the High Castle.
Alors que Grasshopper est une fiction de roman, que la fin du texte révèle comme fondamentalement vrai, rendant manifeste la nature fictionnelle du monde diégétique de The High Castle. Dans la série, son équivalent filmique est résolument accepté par la protagoniste Juliana Crane comme un fait, quelque chose que nous pouvons confirmer en tant que citoyens de ce monde réel. Donc, elle regarde les images qui sont effectivement des images historiques. Elle dit que c'est vrai que c'est vrai, mais c'est pas vrai dans son monde à elle. Ça fait sens? Donc, cette croyance dans le film comme simple reproduction mécanique de la réalité alimente une grande partie de l'action de la série. Juliana voit naïvement son premier film et le considère comme un fait. Sa première croyance sincère en cette source devient plus complexe lorsqu'il devient évident que dans cette interprétation de The High Castle, il ne s'agit pas d'une source unique. L'aura benjaminienne de chacune de ces bandes d'actualité n'est pas reproduite mécaniquement, mais est unique, chacune montrant les mêmes acteurs et un niveau individuel et global, mais un résultat différent, une incarnation diégétique et filmique de la différence de Derrida. En fin de compte, l'authenticité, la réalité de ces films reste incontestée sur le plan diégétique de cette série. Ce film et d'autres comme lui qui montrent chacun une histoire alternative sont la preuve tangible d'un multivers, d'un ensemble de vérités et d'une arme, puisque les chefs de la résistance et Hitler lui-même s'immergent dans ces films afin de glaner des indices pour leur propre monde et de les utiliser à leur profit. Dans The Plot Against America, le théâtre d'actualité semble servir aussi de distinction entre les deux types de films. Le récit diégétique, où on suit la famille Levin d'une part, et l'espace clos où l'on peut visionner les actualités d'autre part. La série prend soin d'inscrire ces images historiques dans un cadre qui pourrait sembler, dans un premier temps, séparer le réel du fictif. Il est rare que les images d'actualité occupent tout l'écran. Elle est au contraire encadrée à plusieurs reprises par l'obscurité du théâtre qu'on peut voir dans ces images. Cette situation contraste avec la présence de la radio dans le récit, un média qui est ancré dans les foyers et qui permet une immédiateté que le film d'actualité n'a pas et qui mélange les faits ou les nouvelles et l'opinion. Le cinéma d'actualité est peut-être ouvert jour et nuit, on a vu tout à l'heure, mais le déplacement en ville pour le fréquenter est souligné à plusieurs reprises. Et on nous dit que les actualités mettent plusieurs jours à arriver de l'endroit où elles ont été filmées. La série semble donc d'abord accentuer la distinction entre diégèse fictive et séquences d'actualité factuelles. Cette impression initiale de réalisme pourrait être renforcée par la séquence de générique que nous avons vue, où on n'utilise que des séquences historiques, tandis qu'on a une chanson de 1933 faisant l'éloge du New Deal, The Road is Open, pendant la générique, et où les créateurs de la série, donc David Simon Burns, se sont fait un nom en tant que journalistes et créateurs d'un réalisme grinçant dans des séries telles que The Corner of the Wire. Bien sûr, ici, comme dans The High Castle, le spectateur du 21e siècle sait qu'au moins certains de ces films ont été falsifiés, qui font partie de la fiction que nous regardons. Mais il peut avoir du mal à distinguer la réalité de la fiction. Donc, les films deviennent à la fois une réflexion sur l'utilisation et l'abus de la propagande qui donne à réfléchir. En effet, cette distinction apparente entre l'image d'actualité et l'image de diégèse est évidemment mise en cause par la juxtaposition des images d'actualité fictives aux images historiques réelles, comme ici, lorsque l'acteur jouant Charles Lindbergh annonça sa candidature à la présidentielle, est encadré comme l'étaient les images précédentes, avant que les épisodes suivants n'insèrent réellement l'acteur dans des images historiques, le montrant en train de discuter avec Hitler en personne. Avant cela, évidemment, la voix off elle-même peut être considérée comme un commentaire qui remet en question la vérité du référent photographique.
De même, dans The High Castle, l'homme du haut château, Hawthorne Abinson, finit par révéler l'origine des nombreux films Grasshopper. Il a créé le montage de séquences d'actualité et a rajouté une voix off pour créer l'illusion d'un film d'actualité portant sur la victoire des Alliés. C'est ce travail initial qui a conduit des voyageurs d'autres dimensions à lui apporter leur propre séquence d'univers alternatifs dans lesquels c'est réellement le cas. Le caractère trompeur de l'image supposée factuelle est donc au cœur de la conception même de la version si réelle de The Grasshopper Lies Heavy, ce qui est confirmé lorsqu'un film d'actualité alternative est faussement utilisé comme preuve de l'acquisition de la bombe atomique par le Japon afin d'éviter une nouvelle guerre mondiale, par exemple. Dans un commentaire qui préfigure la réticence de Barthes à l'égard de la vérité de l'image dans La chambre claire, l'image photographique, je devrais dire, le cinéaste Newton Meltzer incite sur la nature illusoire de la vérité contenue dans les images filmées. En effet, la tentative d'authenticité offerte par The Plot Against America n'est en fin de compte qu'une illusion. Le cinéma d'actualité unique, qui offre une source apparemment fiable, est non seulement remis en question sur le plan diégétique, puisque le projectionniste Shapsey propose une déconstruction des différents films, mais il est également inexact par rapport à la réalité de la période qui, comme le note Meltzer, comprenait plusieurs studios d'actualité rivaux avec des orientations idéologiques et thématiques privilégiées similaires à celles des réseaux câblés ou des journaux d'aujourd'hui, qu'une grande partie, voire la totalité des séquences de guerre montrées à l'époque et qui sont insérées dans la série étaient finalement approuvées par des censeurs militaires. En proposant une source d'information apparemment fiable, Simon et Burns font en fin de compte une déclaration, que ce soit intentionnelle ou non, sur les préjugés du journalisme à source unique, créant un paradoxe dans lequel ces films d'actualité offrent simultanément une suspension de l'incrédulité et en même temps suggèrent aux spectateurs de remettre en question cette suspension de l'incrédulité, que ce soit par le commentaire alternatif du projectionniste sur les images qu'il projette ou par la simplification volontaire du film d'actualité tel qu'il est présenté dans cette reconstitution de l'époque, par ailleurs minutieusement fidèle. Encore une fois, et comme dans Citizen Kane de Wells, le fait de mettre en valeur le film d'actualité met également en évidence ses limites, la nécessité de trouver un récit plus profond et plus complexe au-delà de ce bref extrait d'actualité. Je vais même plus voir trop loin, car comble de l'ironie, les films d'actualité tels qu'ils sont présentés dans les deux séries correspondent peut-être mieux au code nazi qu'aux traditions américaines des newsreels. Le régime a déployé des ressources considérables et beaucoup plus d'efforts esthétiques pour assurer un tournage efficace des efforts militaires, comme le note Siegfried Krakauer dans son étude sur les actualités allemandes en 1939 et 1940. The normal newsreel consists of a more or less casual mixture of various bits of news. This applies both to the American newsreels of today and to the weekly record that was issued by the German UFA before Hitler. Only one compositional device can be determined with absolute certainty. The Nazi newsreel tends to unify the news instead of dividing it. Time and again, several successive stories are connected to form a whole. Donc, puisque ces films d'actualité doivent aussi signifier, doivent expliciter quelque chose pour le spectateur de ces séries, que ce soit l'importance de la juxtaposition des films d'actualité des différents univers pour expliquer le leur dans The High Castle, ou la juxtaposition de nouvelles internationales et nationales et du public diégétique qui les consomme dans The Plot Against America, en fin de compte, ces fictions se rapprochent davantage des films d'actualité nazis que de leur homologue américain. En effet, pour subvertir encore mes arguments précédents, ces films d'actualité sont finalement loin de remplir tous les critères que Barthes a définis pour les faits réels. Bien que le style documentaire, le film en noir et blanc et la qualité dégradée puissent donner à ces fictions une apparence d'authenticité,
Ils sont différents du baromètre de Flaubert, en ce sens qu'ils sont tous sauf superflus. Au contraire, ces films constituent un détail crucial, non seulement dans la création des univers diégétiques, mais aussi pour comprendre que, comme ces images dans l'image, ce film doit être analysé, contextualisé et décrypté afin d'être compris, plutôt que d'être pris pour argent comptant, comme le fait initialement Juliana Crane, notre protagoniste de The High Castle. En effet, dans une certaine mesure, on pourrait dire que The Plot Against America voit les différents personnages tenter constamment d'interpréter les actions officielles de l'administration de Lindbergh et de discerner leur impact sur la communauté juive américaine. Le cinéma d'actualité est unique en ce qu'il offre des leçons similaires sur l'interprétation de l'iconographie. Ces leçons deviennent de plus en plus importantes pour les spectateurs au fur et à mesure que la famille Levin fait des incursions dans des lieux symboliques comme un Washington, D.C. nouvellement hostile. Et là, Loudmouth Jew. Well, boys, original plans indicated this entrance was the upper front. Let's go here to see his most famous speech. donc, la juxtaposition des paroles et des lieux du visuel est essentielle. Ou alors, la version américaine du 7e cercle de l'enfer, le Kentucky. Et j'ai le droit de le dire, car comme l'indique le titre du diapo, je suis originaire du Kentucky. Une fois de plus, High Castle est encore plus explicite, faisant fondre la Liberty Bell en croix gammée et en dynamitant la Statue de la Liberté pour inaugurer ce que la nouvelle administration appelle Jahr Null, année zéro, effaçant la notion de liberté dans un État fasciste pour la délectation des caméras d'actualité nazies. Ce faisant, la mise en abîme visuelle offerte par ces deux séries et leurs séquences d'actualité plaident finalement à la fois pour l'importance des images et pour la nécessité de les analyser avec le soin qu'elles méritent. Je vous remercie.